Radio Judaïka. Fréquence Europe. Olivier Singer. Die Preise für Gas und Rohöl steigen immer schneller und höher. Wir sind zu abhängig von russischem Gas. This can no longer be the case. L'urgence, c'est de contenir les prix. Ensuring our security supply. Die EU braucht eine neue Energiepolitik. Energy independence. Gas Directive. Protect EU and prevent future crises. Un cambio de modelo para que sea renovable, justa y con control público. Be independent from Russian gas. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne. Alors à l'écoute de ce générique de lancement, on se doute bien que nous allons parler d'énergie, d'électricité. Ah oui, les prix de l'électricité sont au centre de nos préoccupations, mais aussi celles des députés européens qui sont réunis cette semaine en session plénière. Dans un contexte de reprise économique post-Covid et de guerre en Ukraine, les prix du gaz et de l'électricité ont donc explosé. S'il y a bien une chose qu'a révélé cette guerre en Ukraine, c'est la fragilité énergétique de l'Union européenne, sachant que 25% de notre énergie provient du gaz et que 40% de ce gaz est importé de la Russie. De nombreuses questions se posent. Alors, parmi ces questions, c'est d'abord quelles sont les solutions pour faire face à cette hausse des prix de l'énergie et aussi comment assurer notre sécurité d'approvisionnement qui nous permettra de faire face à nos besoins énergétiques. Pour revenir sur ce sujet brûlant, nous sommes ravis d'accueillir Thomas Pellerin-Carlin, directeur Europe à l'Institut de l'économie pour le climat. Bonjour Monsieur Pellerin-Carlin. Bonjour. Alors j'aimerais d'abord vous poser une petite question introductive et revenir avec vous sur les causes de cette crise énergétique, un peu placer un peu la situation énergétique de l'Europe aujourd'hui. Cette crise a-t-elle débuté avec la guerre en Ukraine ? Alors cette crise, elle précède la guerre en Ukraine. La cause structurelle de cette crise, c'est la continuation de notre dépendance aux énergies fossiles. Depuis 20 ans, on a un petit peu investi dans l'efficacité énergétique, la rénovation des bâtiments, le déploiement des énergies renouvelables, mais on l'a trop peu fait et du coup on est resté très dépendant des énergies fossiles. Aujourd'hui, en France ou en Europe, à peu près 70-75% de l'énergie qu'on consomme, c'est du pétrole, du gaz et du charbon. Et donc du coup, c'est surtout les énergies qu'on importe de l'étranger. Donc ça, c'est la cause structurelle qui fait qu'on a eu des crises énergétiques dans notre histoire en 1973, en 1979, en 2008 et désormais depuis 2021. La grande crise énergétique qui a démarré en 2021, elle a démarré à partir du mois de juin 2021 quand, pour la première fois, Gazprom, l'entreprise gazière russe qui exporte du gaz vers l'Union européenne, a baissé ses livraisons. Et cette baisse des livraisons, elle s'est accentuée à partir d'octobre 2021, donc il y a un an aujourd'hui. Et déjà à l'époque, on avait une hausse très importante des prix du gaz, une augmentation des prix du gaz sur le marché de gros, le marché européen, d'environ 100%, 150%, donc des prix du gaz qui avaient déjà augmenté. Et déjà à l'époque, on était quelques experts à parler de choc gazier, par référence au choc pétrolier qu'on a connu notamment dans les années 70. Dans ce contexte-là, est arrivée effectivement la deuxième invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. La première avait commencé en 2014, la deuxième a démarré au 24 février 2022, et clairement aujourd'hui on est dans une guerre ouverte. Et dans ce contexte-là, avec en plus les possibles sabotages qui ont eu lieu récemment sur des gazoducs reliant à la Russie à l'Allemagne, et ben on est effectivement sur une envolée encore plus importante des prix du gaz, qui du coup aujourd'hui sont plus à un prix ayant augmenté de 100%, mais à un prix ayant augmenté de 1000%. On reviendra après aussi sur ce prix de gros et le prix réel payé par les consommateurs. Mais cette crise était-elle, selon vous, prévisible ? Parce que quand on vous entend, on a l'impression que finalement, il y avait un risque que ça arrive. Oui, donc une crise de ce type-là était tout à fait prévisible. Je pense même qu'elle a été prévue dans des scénarios ou des scénarios prospectifs où on réfléchit à des scénarios un peu extrêmes. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de revenir sur la stratégie européenne de sécurité énergétique qui a été conçue en 2014-2015, donc au début de la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker. Et juste après l'invasion de la Crimée. Absolument, donc après la première invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et l'annexion de la Crimée, et du coup la troisième crise gazière européenne qui a eu lieu en 2014 à ce moment-là. Et il était très clair que l'Union européenne devait adopter une politique cohérente. Une partie de cette politique-là, c'était de stocker du gaz, donc il y a eu des efforts qui ont été faits. Une partie, c'était de diversifier les approvisionnements avec des terminaux de gaz naturel liquéfié, qui ont été installés en France, en Pologne, en Lituanie, mais pas en Allemagne. Ça, c'était un choix du gouvernement allemand. Et aussi l'efficacité énergétique. Dès 2015, le document stratégique de sécurité énergétique de l'Union européenne
défini l'efficacité énergétique comme étant une priorité de sécurité énergétique. Malheureusement, les actes n'ont pas suivi au niveau européen, mais encore plus au niveau national. Et pour vous donner juste un exemple concret, si en France, on avait mis en œuvre la politique de rénovation des bâtiments du Grenelle de l'environnement, donc un accord qui date de 2008, approuvé par Nicolas Sarkozy, en France, on serait déjà indépendant du gaz russe. En mettant en place une politique de rénovation des bâtiments tout à fait modérée, rationnelle, parce qu'encore une fois, elle était approuvée par Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas indépendant du gaz russe aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a eu le choix de ne pas mettre en place cette politique. Et il y a eu un ensemble de choix politiques des gouvernements depuis 2008-2009 jusqu'à aujourd'hui, de sous-investir, de mal réglementer, de ne pas organiser le secteur économique de la rénovation. Et c'est une des raisons pour laquelle la situation économique est aussi difficile aujourd'hui. Je pourrais rentrer sur un peu plus dans le détail en vous demandant, mais finalement, pourquoi il y a eu ces choix politiques qui ont été faits ? Dans notre société, il y a à la fois des intérêts économiques qui sont représentés, donc des représentants d'intérêts, ce qu'on appelle parfois des lobbies, et il y a aussi certaines visions qu'ont les décideurs politiques. Et donc là, clairement, il y a eu effectivement un ensemble de groupements d'intérêts, notamment du secteur gazier, mais aussi du secteur électrique, qui ne voyaient pas d'un bon œil la rénovation des bâtiments. Parce que quand vous rénovez bien un bâtiment, vous divisez la consommation d'énergie par 5, par 10, et du coup, c'est vrai que si votre business c'est de vendre le maximum de gaz au plus haut prix possible, si vos clients consomment moins, vous gagnez moins d'argent. Donc il y a eu effectivement une mobilisation de ces lobbies-là. Il y a aussi, je pense, une mauvaise perception politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques qui se sont dit la rénovation, c'est un truc qu'il faut faire pour faire plaisir aux écolos, et qu'il faut faire aussi pour sauver les générations futures, pour les enjeux climatiques. Tout ça est vrai, mais c'est aussi un enjeu de sécurité énergétique et de sécurité nationale. Et ça, il me semble que ça n'a pas été perçu jusqu'à aujourd'hui, où là, clairement, on se rend compte qu'effectivement, rénover des maisons, c'est un moyen pour la France de préserver son indépendance nationale. Alors, on va un petit peu revenir sur les choses un peu concrètes. Est-ce que on nous parle de sobriété, on y reviendra, on nous parle aussi de réserve de gaz. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui en Europe, en France et dans l'Union européenne de suffisamment de gaz pour faire face à cet hiver ? Alors la France et l'Union européenne sont des zones géographiques qui sont très pauvres en gaz. On n'en produit quasiment pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans une situation très différente des États-Unis ou du Canada, des pays beaucoup plus vastes et beaucoup plus riches en énergie fossile. Nous, on n'en a quasiment pas. Et donc du coup, ce gaz, on l'apporte. Et la manière dont ça fonctionne sur une année normale, c'est qu'on en apporte en fait durant la période chaude, où on ne consomme pas trop de gaz. On le stocke de manière à pouvoir passer l'hiver, où effectivement c'est en hiver où on va consommer beaucoup de gaz. Et donc là, aujourd'hui, on aborde cet hiver-là dans une situation qui... disons que je suis un peu plus optimiste, ou plutôt moins pessimiste que je ne l'étais il y a 3 mois, parce qu'effectivement, nos stocks de gaz sont relativement pleins. Après, ces stocks-là ne suffisent pas à passer l'hiver. Donc si on a un problème d'approvisionnement en gaz, parce que, je ne sais pas, il y aura un sabotage, pas en mer Baltique, mais en mer du Nord, là, clairement, on aura une pénurie. Et si l'hiver est froid, et même s'il n'y a pas de sabotage, mais si l'hiver est froid et que individuellement et collectivement, on ne réduit pas notre consommation d'énergie et notre consommation de gaz, dans ce cas-là, on risque effectivement d'avoir une pénurie vers la fin de l'hiver, vers février-mars. On entend aussi beaucoup que les conséquences de ce conflit et de cette crise gazière, ce serait plutôt pour l'hiver prochain que cet hiver-là. Oui, donc on a effectivement un problème pour cet hiver-là, plutôt février-mars, et l'année prochaine, elle risque d'être encore plus grave. Parce que, en fait, une des raisons pour lesquelles on a des stocks de gaz aujourd'hui, c'est parce qu'on a continué à importer du gaz de la Russie. Et que Vladimir Poutine avait baissé ses livraisons, mais ils avaient quand même maintenu. Si on se place dans un scénario où la guerre en Ukraine continue durant toute l'année 2023, où Poutine continue à escalader sa guerre contre la nation ukrainienne et contre nous, cette espèce de guerre énergétique, ou plutôt cette utilisation du gaz comme une arme géopolitique, dans ce cas-là, il faut se projeter dans un scénario où en 2023, on va essayer de remonter nos stocks de gaz sans gaz russe. Et du coup, effectivement, ça va être très difficile. Donc les efforts qui sont à faire, à la fois les efforts de changement de comportement, de mettre à pull en hiver, pour le dire de manière très, très concrète, mais aussi des efforts d'investissement. Rénovation des bâtiments, installation d'énergie renouvelable, éoliennes, solaire thermique, etc. Tout ce qu'on peut faire là, c'est utile évidemment pour passer cet hiver, l'hiver 2022-2023, mais c'est aussi utile pour passer le prochain hiver et ceux d'après. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, dit qu'il faut se préparer à 5 à 10 hivers difficiles, donc une crise qui pourrait durer 5 à 10 ans, et ça me semble un propos tout à fait raisonnable. Et donc c'est pour ça qu'il faut que, en tant qu'Européens, en tant que Français, on sache se hisser à la hauteur de l'histoire, et que par la transformation de nos comportements, par des investissements dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique, on réussisse
à faire en sorte que cette crise soit la moins douloureuse possible et soit la plus courte possible. On va revenir après sur les solutions un peu européennes et qui sont proposées pour sortir de cette crise, ou en tout cas pour supporter cette crise. Il est souvent dit que le prix du gaz augmente, plus le prix du gaz augmente, plus le prix de l'électricité augmente. Et je pense que nos auditeurs se posent la question, quel est le lien entre finalement le gaz et l'électricité ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Pour la spécificité du marché de l'électricité, c'est qu'il faut qu'on ait quasiment en temps réel une production qui soit égale à la consommation. Et du coup, pour faire ça, une des options, c'est d'utiliser des centrales à gaz quand la consommation électrique est élevée. Et donc du coup, classiquement, la manière dont on a organisé le système électrique en France, et en Europe d'ailleurs, c'est d'avoir des centrales qu'on dit pilotables, c'est-à-dire on peut leur dire maintenant tu produis 3 fois plus tout de suite. Et ça, c'est surtout en fait des centrales à gaz qui ont été construites surtout à partir des années 80, mais encore jusqu'à récemment. En France, en Allemagne, les acteurs ont continué à sortir les centrales à gaz. Là, à ma connaissance, la dernière centrale à gaz qui a été construite en France, c'était au début de l'année 2022, en Bretagne. Donc même après la deuxième invasion de l'Ukraine par Poutine, avec des subventions de l'État, une centrale à gaz a été construite en Bretagne. Et donc du coup, ces centrales à gaz, quand est-ce qu'elle va produire de l'électricité ? Quand on paye l'électricité cher, parce que le gaz coûte très cher. Donc plus le gaz coûte cher, plus il faut payer cher le producteur d'électricité à partir de gaz. Et du coup, ça a un impact sur les factures. Comment est-ce qu'on limite ça ? La meilleure manière de faire, c'est de ne pas avoir besoin d'appeler cette centrale à gaz. D'où toute l'importance de réduire la consommation d'électricité, de déployer d'autres sources de production électrique, notamment les énergies renouvelables qu'on peut déployer rapidement. Et ça permet de limiter le nombre d'heures dans l'année où on a besoin de cette centrale à gaz. Et donc ça permet de réduire la moyenne du prix annuel de l'électricité. Alors une dernière question pratique, et après je vous proposerai de faire une petite pause musicale. C'est la question on a parlé de la hausse du prix de gros, on sait que le prix de l'électricité augmente, on sait que le prix de gaz augmente, mais pourquoi finalement cette hausse du prix de gros, notamment du gaz, n'est pas répercutée telle qu'elle pour le consommateur ? Comment ça se fait que notre facture n'augmente pas de cette manière-là ? Alors il y a 2 éléments. Le premier, c'est qu'il y a toujours une différence entre le prix sur le marché de gros et le prix de détail, c'est-à-dire le prix qu'on paye vraiment. De ce point de vue-là, c'est un peu comme une baguette de pain. Une baguette de pain, votre matière première, ça va être du blé, principalement. Mais le prix du blé, ça va être qu'une petite partie du prix de la baguette de pain, puisqu'il faut payer le boulanger, le chauffage de la boulangerie, le four, etc. etc. Sur l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité, un des facteurs très importants, c'est le coût du réseau. Et ce coût du réseau n'a quasiment pas changé. Le coût du réseau électrique français, c'est resté globalement pareil entre l'année dernière et aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément qui fait que, par exemple, sur le prix de l'électricité, même si le prix augmente de plusieurs centaines de %, si jamais le prix était complètement répliqué sur le prix de détail, on serait sur des hausses, je dis des chiffres, c'est juste des ordres de grandeur, on serait sur une hausse probablement autour de 80% à 100%, mais pas 500%. Le deuxième élément, c'est que beaucoup d'États européens ont choisi de subventionner la consommation d'énergie par divers mécanismes, et en France, le gouvernement a choisi de le faire par le bouclier tarifaire, qui du coup permet de limiter la hausse des prix du gaz, la hausse des prix de l'électricité, et qui permet même de réduire les prix de l'essence et du diesel via des subventions. Donc ça, effectivement, ça a globalement limité la hausse des prix de l'énergie. Par contre, ça coûte extrêmement cher. Le chiffrage budgétaire pour l'année prochaine, c'est 43 milliards d'euros. C'est l'équivalent du budget de la défense en France. C'est quasiment 2 fois le budget qui était alloué aux investissements climat en 2018-2019, par exemple. Donc là, c'est un choix politique qui est extrêmement coûteux et qui surtout ne résout pas le problème. Puisque le problème, c'est qu'on est dans une crise des énergies fossiles et que du coup, la seule manière d'en sortir, c'est de sortir des énergies fossiles. Or, tout cet argent, en fait, nous maintient dans cette dépendance aux fossiles. On va revenir sur les choix à court terme qu'on peut faire, parce qu'on imagine que pour sortir de l'énergie fossile, il faut un temps un peu plus long. Je vous propose de faire une petite pause musicale, de nous arrêter juste quelques instants avec une des premières, je dirais, pas une des premières, mais une des premières chansons avec un message environnemental pour faire le lien. C'est le groupe Midnight Oil qui était un groupe du temps de ma jeunesse qui nous ramène loin et qui s'appelle donc Beds Are Burning et qui est donc une des premières chansons environnementales, peut-être que les gens s'en souviennent. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak,
holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to save fares fare, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? The time has come to save fares fare, to pay the rent now, to pay our share. I will scare the cockatoos from Kentar East to yonder Moo. The western desert lives and breathes in 45. Voilà, donc pour ceux à qui ça rappelait des souvenirs, ils peuvent écouter les paroles et ils comprendront bien l'aspect environnemental. Il me semble que c'était la protection des aborigènes, mais aussi la question du diesel déjà qui était développée dans cette chanson. Alors j'aimerais, M. Pellerin-Carlin, continuer avec vous. On a parlé donc des questions de notre souveraineté énergétique européenne. Vous travaillez beaucoup sur les questions de ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété énergétique. Qu'est-ce qu'on entend finalement par sobriété énergétique ? Alors la sobriété énergétique, c'est un concept qui est désormais scientifiquement défini par les travaux internationaux du GIEC, donc qui est l'organisme des Nations Unies qui synthétise le consensus scientifique. La définition scientifique de la sobriété, c'est un ensemble de politiques publiques, de choix individuels et collectifs qui permettent d'assurer le bien-être humain tout en minimisant la quantité d'énergie, d'eau, de matières premières dont on a besoin. Pour être très concret, si jamais vous avez besoin a priori de vous chauffer durant l'hiver chez vous, moi aussi, la question c'est quelle est la bonne température et quel est aussi votre habillement. Si vous voulez pouvoir vous balader chez vous en t-shirt en plein hiver alors qu'il fait moins 10 dehors, a priori vous aurez besoin de chauffer votre logement autour de 22-23 degrés pour vous sentir bien. Si jamais vous mettez un pull et pourquoi pas des chaussettes en laine ou des charentaises, 22-23 degrés en fait c'est trop chaud. 19 degrés, 18 degrés, ça va être très bien. Et donc vous allez pouvoir atteindre un niveau de bien-être tout en limitant la consommation d'énergie. Et si jamais vous êtes un jeune adulte en bonne santé comme moi, 16 degrés ça se passe bien aussi et on se couvre de manière un peu plus chaude. Donc la sobriété, ça nous oblige à nous poser la question de qu'est-ce qu'on attend du système énergétique ? Comment est-ce qu'on définit notre niveau de bien-être ? Là, dans la crise actuelle, c'est vraiment le levier principal qu'on a à court terme. Sur les autres leviers, par exemple les importations de gaz non russes, nos gouvernements, nos importateurs de gaz sont déjà pieds au plancher, ils font le maximum et ils ne peuvent pas faire plus pour l'instant. Et ils feront probablement moins l'année prochaine lorsque probablement l'économie chinoise aura moins de confinements liés au Covid et consommera du coup plus de gaz. Tout ce qui est rénovation des bâtiments, énergie renouvelable, c'est utile dès maintenant, mais évidemment... même s'il vous faut que 2 jours pour installer un chauffe-eau solaire, pour installer des millions de chauffe-eau solaires, il faudra quelques mois à quelques années. Donc vraiment, la sobriété énergétique, le changement de comportement, c'est vraiment la priorité dans l'immédiat. La question qui se pose aussi, c'est de se dire, mais finalement, il y a des gens, ils mettent déjà des pulls, ils vivent déjà, je dirais, dans la sobriété. Comment on fait pour construire, finalement, qui consomme et comment on fait pour construire une sobriété juste ? On ne va peut-être pas demander à des gens qui chauffent déjà à 16 ou 17 ou 18 degrés, qui sont déjà chez eux habillés chaudement, il faut encore que vous baissiez votre chauffage. Effectivement, il y a en gros 3 catégories de population en France et en Europe. Il y a d'abord les pauvres. Les pauvres, c'est les gens qui n'ont pas accès au bien-être énergétique. C'est les gens qui ne se chauffent pas assez, pour des raisons diverses et variées, mais toujours en fait parce qu'ils sont dans des logements super mal isolés et qui n'ont pas les moyens.
Et donc là, on est sur des personnes qui vont parfois pas chauffer du tout, sinon chauffer très mal à 13 degrés, 14 degrés. Ces gens-là ne sont pas dans la sobriété, ils sont dans la pauvreté. Et collectivement, l'objectif, c'est justement de leur permettre d'avoir accès à ce bien-être à 16 à 19 degrés selon les cas. La deuxième catégorie de population, c'est les gens qui sont déjà sobres. Ce qui est une catégorie de la population assez importante. Enfin, moi, j'ai toujours connu mon grand-père, je l'ai toujours vu porter un pull en hiver chez lui. Absolument toujours. Et la troisième catégorie de population, c'est ceux qui sont dans l'inverse de la sobriété, c'est-à-dire l'excès. L'inverse de la sobriété, c'est l'ivresse, c'est l'ébriété. Et donc là, c'est des personnes qui vont avoir de grandes surfaces de bâtiments, ils vont chauffer même les pièces qu'ils n'utilisent pas, et les chauffer à 22, 23, 24, 25 degrés, parce que voilà, ils ont les moyens de le faire. Et donc du coup, c'est ces personnes-là qui ont le plus de marge de manœuvre. Et il se trouve que dans la société française, et la société européenne aussi, c'est aussi les personnes les plus riches. Parce que les gens qui ont des grands espaces et qui peuvent se permettre de consommer du gaz ou consommer de l'électricité sans compter, par définition, c'est les gens qui ont des moyens financiers. Et donc du coup, j'ai envie de dire que la sobriété, elle est presque par définition juste. Puisqu'encore une fois, la définition de la sobriété, c'est garantir le bien-être pour chaque être humain dans notre société, tout en minimisant notre consommation d'énergie, de matières premières et d'eau. Alors, Monsieur Pellerin-Carlin, maintenant qu'on a vu la situation, une des solutions donc que tout le monde peut faire, c'est répondre à ces questions de sobriété, réduire le chauffage, etc. Si maintenant on est donc sur du plus long terme, qu'est-ce qui est préconisé aujourd'hui par l'Union européenne ? Est-ce que l'Union européenne va dans le bon sens cette fois-ci ? Comment vous jugez en tant qu'expert des questions environnementales et de l'Europe et de l'énergie ? Qu'est-ce que vous pensez des propositions qui ont été faites par Ursula von der Leyen récemment et des propositions de la Commission européenne ? Alors la Commission a présenté plusieurs paquets de propositions à différents moments et le grand plan, c'était surtout au mois de mai, ce qu'ils appellent plutôt à Bruxelles Repower EU. Et globalement, ça va dans la bonne direction. C'est-à-dire de dire qu'il faut accélérer dans les énergies renouvelables. C'est malheureusement beaucoup trop faible pour l'instant sur la rénovation des bâtiments. Et il y a quelques incertitudes sur des projets gaziers qui me semblent très risqués économiquement et géopolitiquement. Mais globalement, ça va dans la bonne direction. Le point véritablement manquant pour l'instant, c'est vraiment la question de comment est-ce qu'on va organiser les flux d'investissement, à la fois publics et privés, de manière à ce qu'on ait le maximum de chantiers de rénovation des bâtiments qui se fassent, et surtout des chantiers de rénovation de qualité. Et donc là se pose aussi la question de la qualité de l'investissement public ou privé. Si c'est mettre beaucoup d'argent pour changer quelques fenêtres, c'est toujours utile, mais c'est pas ça qui va changer la face du monde. Si par contre c'est mettre de l'argent pour faire en sorte qu'un bâtiment entier, un HLM, une copropriété soit rénové, faire ce qu'on appelle une rénovation profonde, où vous analysez le bâtiment dans son ensemble, là vous pouvez obtenir des économies d'énergie considérables et diviser la facture énergétique par 2, par 4, par 5, par 10, et donc du coup avoir un véritable effet, à la fois sur la baisse de la consommation d'énergie, mais aussi sur la hausse du pouvoir d'achat. Parce que si vous consommez 10 fois moins de gaz, votre facture est beaucoup plus faible et vous gagnez en pouvoir d'achat. Ce qui est important en tout cas, pour moi, c'est qu'on ait une vision de long terme et qu'on prenne des actions dans l'immédiat. Il ne faut pas différencier court terme et long terme en disant... Et la vision de long terme qu'il faut avoir, alors, c'est laquelle ? La vision de long terme, c'est de se dire que on vit la concomitance de deux crises. On a une crise des énergies fossiles qui a des impacts géopolitiques et économiques qui sont considérables. Et on a un risque de chaos climatique dont on a vu cet été l'impact via les sécheresses, dont on a vu il y a un an l'impact par les inondations en Europe avec plus de 200 morts en Allemagne et en Belgique. Et il se trouve que on a une réponse qui nous permet de répondre à ces deux crises-là. La seule manière d'éviter le chaos climatique, c'est de sortir des énergies fossiles. Et la seule manière d'éviter l'aggravation de la crise des énergies fossiles, c'est de sortir des énergies fossiles. Alors comment est-ce qu'on le fait ? Il y a l'enjeu des changements de comportement à la fois à court terme et à long terme. Il y a l'enjeu de l'efficacité énergétique. Comment est-ce que nos industriels peuvent améliorer leurs process de manière à consommer moins d'énergie tout en produisant ? Comment est-ce qu'on peut rénover nos bâtiments pour collectivement consommer moins ? À la fois les bâtiments dans lesquels on vit, mais aussi les bâtiments dans lesquels on travaille. C'est aussi les écoles, c'est aussi les hôpitaux, c'est aussi les bases militaires, les tribunaux, etc. Et enfin, comment est-ce qu'on produit l'énergie autrement ? Et donc là, développer massivement toutes les énergies renouvelables, à la fois celles qui produisent de l'électricité, l'éolien, le solaire photovoltaïque,
mais aussi celles qui produisent de la chaleur. Par exemple, les chauffe-eau solaires, qui est une des technologies complètement sous-développées en Europe, alors qu'elle a un rôle très important à jouer à l'avenir. On sait que la France a du mal à remplir ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, que c'est le seul pays européen, puisque tous les pays européens, pour arriver à nos objectifs climatiques, je rappelle que dans notre Green Deal, de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Alors moi, je me pose une question. Arriver à cette neutralité carbone va avoir un coût. On le sait. Aujourd'hui, on vit une crise. On a donc besoin d'investir, mais les gens aussi ont besoin d'investir. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque du fait de cette crise, il y a un ralentissement des réalisations pour arriver et des investissements pour arriver à ces objectifs climatiques? On a vraiment notre avenir entre nos mains. Aujourd'hui, on a tout le capital économique, tout le capital humain, c'est-à-dire les connaissances des travailleurs et des travailleuses, et toutes les technologies nécessaires pour atteindre nos objectifs climatiques à horizon 2030, pour nous sortir de cette crise d'énergie fossile et s'approcher de cet objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050. La question, c'est est-ce qu'on choisit de le faire ou pas. Le grand argument des opposants à la transition écologique depuis 10 ans, c'était de dire oui, mais ça coûte cher. Et je pense qu'il faut se poser la question de c'est quoi le coût de l'inaction. On connaît très bien le coût de l'inaction climatique. C'est des agriculteurs qui perdent 50% de leur production de pommes de terre, 25% de leur production de fruits, du coup l'inflation des prix alimentaires, et du coup plus d'argent qu'on paye pour consommer moins de nourriture, parce que la nourriture vient à manquer, pas en Europe en tout cas, mais on a des tensions alimentaires au niveau mondial. Le coût de l'inaction climatique, c'est aussi évidemment le coût des catastrophes naturelles. On l'a vu encore, on a eu des feux de forêt extrêmement importants, pas dans le sud-est de la France, mais dans le sud-ouest, ce qui est assez nouveau, au mois de septembre. Donc là, cet été, on a coché toutes les cases d'un été infernal, puisque les vagues de chaleur ont commencé dès juin, elles ont continué dès septembre, et on a battu plusieurs records en termes de feux de forêt et en termes de température. Mais à ce coût de l'inaction climatique, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le coût économique de rester dans les énergies fossiles. Aujourd'hui, si on vit une crise inflationniste, c'est parce qu'on est dans cette crise des énergies fossiles. On est dans un choc énergétique, un choc des énergies fossiles, comme on a connu déjà des chocs pétroliers en 73, en 79, en 2008. Et donc du coup, l'alternative, c'est pas un monde où on fait rien sur l'écologie et en fait tout se passe bien, et des investissements pour le climat. C'est un monde où on fait rien sur l'écologie et du coup on se prend des chocs économiques et inflationnistes comme celui qu'on connaît aujourd'hui. On reste dépendant de puissances géopolitiques qui nous valent pas forcément du bien. Vladimir Poutine aujourd'hui, mais le prince héritier d'Arabie Saoudite ou le régime qatari ou le peut-être futur prochain président des États-Unis sera pas forcément notre ami. Et si on est dépendant d'eux, ils pourront utiliser, ou l'Azerbaïdjan d'ailleurs, j'aurais dû le mentionner, ces pays-là peuvent utiliser l'arme énergétique pour faire pression sur nous d'une manière, en tout cas, qui nous fera penser à Vladimir Poutine. Et d'un point de vue économique, c'est aussi continuer à envoyer de l'argent qui va en Arabie Saoudite, qui va aux États-Unis, qui va au Qatar, au lieu de rester en Europe. Donc vraiment, aujourd'hui, on a un alignement des planètes. C'est-à-dire que ce qui est bon pour la sécurité nationale, ce qui est bon pour l'écologie, et ce qui est bon pour l'économie, c'est la même chose. Alors, si je veux conclure ce que vous avez dit, tout dépend maintenant des choix politiques et des choix qui vont être décidés prochainement. Absolument. On avait déjà, une sonnette d'alarme qui aurait pu sonner en 2014-2015. On avait déjà, en fait, ce risque de sécurité gazière après la première invasion de l'Ukraine par Poutine et cette importance du climat avec les accords de Paris pour le climat. Aujourd'hui, on a la chance de voir cet alignement des planètes de manière plus claire. Et j'espère que collectivement, on réussira à se hisser à la hauteur de l'histoire. Alors, je voulais vous remercier, Monsieur Pellerin-Carlin, pour toutes ces explications. On n'en sort pas automatiquement très, très optimiste, je dirais. C'est plutôt... on sait qu'il y aura beaucoup de choses à faire et ça peut aussi nous angoisser un peu. Alors, si vous me permettez, il y a une phrase de Romain Rolland, mais qu'on attribue à Antonio Gramsci et que j'aime beaucoup, c'est de dire qu'il faut articuler le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Si jamais on n'est pas un peu pessimiste quand on regarde les enjeux énergie et climat, c'est qu'on n'a pas compris. Donc il y a ce pessimisme de l'intelligence, mais il faut l'articuler avec cet optimisme de la volonté parce qu'on a vraiment notre destin en main, on a vraiment toutes les cartes pour réussir une transition énergétique et une transition écologique. Donc je vous remercie encore d'être ici à Strasbourg et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc directeur Europe à l'Institut de l'économie pour le climat. Merci à vous. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.